Bonjour à tous, bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Thomas Dansette qui a fondé et qui cofondé et qui dirige La Première Brique. Bonjour Thomas, Bonjour Benjamin. bienvenue. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous dire qui tu es et comment tu en es venu à fonder La Première Brique, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, j'ai 29 ans. Je suis entrepreneur par défaut, on va dire, parce que j'étais absolument pas destiné à faire ça. Moi, j'ai fait des études, j'ai un diplôme d'avocat d'affaires, j'ai fait une grande école de commerce en finance. J'étais destiné à être avocat d'affaires dans un grand cabinet anglo-saxon à Paris. C'est en partie ce que j'ai fait. Et en fait, pendant l'école des avocats, j'ai eu un mauvais stage dans une banque. Enfin, un Ouais. stage qui s'est pas passé comme prévu dans une banque. Et du coup, j'avais besoin de m'échapper, de m'occuper l'esprit. Et j'ai imaginé une entreprise. Au début, c'était un jeu. Et puis, j'ai poussé le jeu plein plus loin. Et puis, à un moment, je me suis dit que à ce jeu-là, j'avais pas grand-chose à perdre à 24 ans quand j'ai créé l'entreprise. Et du coup, bah, c'est devenu une réalité. Et aujourd'hui, c'est une structure qui grandit. Et voilà. Mais j'étais pas du tout destiné à être entrepreneur. Ok, mais c'est souvent le cas. On peut croire que quand on regarde les différents parcours, il y en a plein qui arrivent par accident, par opportunité, C'est ça. excellent. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Du coup, ça veut dire que tu as créé, tu parlais de jeu, ça veut dire que c'est quoi? C'est toi qui t'es pris au jeu, c'était un jeu dans tes études, vous deviez créer Ouais, un en fait, monde c'était. factice, c'est quoi? Bah, à un moment, je suis arrivé dans ce stage où vraiment, fallait que je m'occupe l'esprit. Donc, je me suis dit qu'un bon moyen de s'occuper l'esprit pendant 6 mois, c'était d'imaginer une entreprise. Et du coup, j'ai pris un peu toutes mes passions, tout ce que j'aimais bien, tout mis dans un shaker, remué. Ça m'a sorti un domaine d'activité qui était un domaine très compétitif avec des boîtes qui avaient beaucoup de moyens, euh, mais qui était un domaine intéressant où j'avais vu des opportunités. Et du coup, bah, l'idée, c'était après de dire, encore une fois, quand tu sors tes études, t'es pas marié, t'as pas de crédit d'appartement, enfin, t'as pas grand-chose à perdre si ce n'est apprendre plein de choses. Ouais. Alors, j'ai refusé un job extrêmement bien payé pour me lancer là-dedans. Donc, il y avait toujours là de dire, bon, j'ai fait des grandes études, est-ce que je vais prendre ce super job à mon âge avec un salaire qui était incroyable? Ou est-ce que je me lance dans un truc où potentiellement je gagnerai jamais un euro et où je sais que j'ai 6 mois d'économie de vie devant moi. Et en fait, voilà, il y a jamais de bon moment pour se lancer, mais il y a des moments quand même qui sont un peu plus propices que d'autres. Et moi, j'avais la chance d'avoir un moment qui était très propice pour se lancer. Ok, top. Merci. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec La Première Brique? C'est quoi votre Alors, proposition et à qui ça s'adresse? en fait, on est une société de financement participatif immobilier. Donc, on fait du crowdfunding immobilier. On met en relation des investisseurs, des épargnants qui ont des liquidités et qui cherchent un placement avec un rendement élevé. Et l'autre côté, on met en relation des porteurs de projets immobiliers professionnels, ça va être des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, qui ont une opération et qui, eux, ont besoin de capitaux pour réaliser ce projet. Et nous, on intervient en fait en tant que structurateur et en tant que tiers de confiance de cette relation entre ces deux publics qui ont chacun ce que l'autre enfin, qui veut, en fait, chaque public veut ce que l'autre peut proposer, mais c'est des publics qui sont très différents. Donc, on va avoir en fait d'un côté nos investisseurs, on est une structure accessible dès 1 euro sans aucun frais. L'idée, c'était de vraiment casser les barrières de l'investissement. Ça, c'était un peu l'utopie du jeune étudiant, on va dire. C'était de dire, bah, j'ai baigné dans des univers où il y avait des très gros rendements, c'était des montants absolument astronomiques, mais il y avait des tickets d'entrée qui étaient très élevés. Ouais. C'était des banques privées, c'était des fonds d'investissement. Et du coup, l'idée, c'était de dire, mais en fait, apporter la même qualité de service, le même niveau de rendement et de sécurité, mais dès 1 euro sans aucun frais. Ça, c'est aussi grâce à la technologie qu'on peut le faire. Donc, côté investisseur, c'est monsieur, même tout le monde, il faut être majeur, investir dès 1 euro, on choisit ses projets, voilà, il y a pas de, c'est pas un fonds d'investissement où on confie son argent, on choisit les opérations dans lesquelles on veut investir. Et après, côté porteur de projet, bah, c'est des marchands de biens, c'est des promoteurs immobiliers de toute taille, de tout horizon, hein, parce que cette année, on va financer à peu près 80 millions d'euros d'opérations, je pense, en volume euh, qui ont besoin, encore une fois, de capitaux pour réaliser leurs projets et en fait, eux-mêmes développer leur entreprise. Ok. Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'après chacun pourra aller voir. C'est donc des obligations d'entreprise, c'est des prêts Oui, c'est du prêt, qui tout sont à fait. groupés, hein, c'est pas des parts Non, dans c'est un vraiment c'est projet du prêt, immobilier, c'est-à-dire etc. que C'est un prêt, hein. Ouais. c'est ça. Chaque projet, en fait, on détermine un taux d'intérêt annuel, une durée minimale, une durée maximale. Il y a un prêt avec un objet, il y a des garanties associées à chaque projet. Et c'est pour ça que les investisseurs choisissent les opérations dans lesquelles ils veulent ou non investir.
Très bien. Et donc, ça veut dire donc que tu t'adresses à ces particuliers-là et que tu as aussi comme client des promoteurs, des marchands de biens, c'est ça? Ouais, on a vraiment deux univers, parce que d'un côté, on a du particulier, on est vraiment sur du mass market. Quand j'ai cofondé cette entreprise avec mon associé, on n'avait pas de réseau et on n'avait pas du tout de moyens. On n'a jamais fait de levée de fonds. Du coup, il a fallu faire avec les moyens du bord. Et en fait, c'est un univers quand même très financier où quand tu débarques à 24 ans sans réseau, t'es pas crédible. Donc du coup, le mass market était un moyen notamment de contourner ce manque de crédibilité lié à l'âge, qui est absolument pas pertinent, hein, en étant passant, mais bon, c'est comme ça. Donc on a décidé nous de s'adresser vraiment à monsieur et à tout le monde parce que c'était aussi un message qui nous portait de dire rendre la finance vraiment accessible, sans frais cachés, sans petites lignes à lire et de façon aussi agréable dans l'expérience d'investissement. Donc, on a effectivement ce grand public mass market. Et de l'autre côté, on a un public qui est un public très discret, les promoteurs, les marchands de biens, qui est un public assez réservé. Voilà, donc, c'est pas du tout. On a vraiment ces deux univers au sein de l'entreprise et ces deux types d'acteurs qui gravitent autour de notre société. Et c'est très riche. C'est pas évident, hein, des fois, à trouver, je trouve, la bonne communication pour essayer de toucher les deux cibles. Mais c'est hyper riche d'avoir cet environnement très varié. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme a priori ou comme croyance qui est peut-être erronée, qui circule sur ton secteur d'activité? Euh, que la finance, c'est forcément chiant. Voilà, Ouais. ça c'est le premier sujet, que c'est forcément chiant et en fait est technique. Alors, c'est rendu chiant et c'est rendu technique par des gens qui ne veulent pas que tout le monde comprenne, en fait. Nous, on part du principe que les notions, même très techniques, c'est juste une question de pédagogie, de répétition et d'explication. Et l'idée, justement, c'est que quand on vient mettre des mots barbares, quand on vient mettre un aspect très rébarbatif, tu vois, à son approche, à ses messages et autres, c'est parce qu'en fait, on veut que la personne en face ne lise pas ou ne comprenne pas. Nous, on a pris vraiment le chemin inverse, où on est hyper transparent, on a une communication qui est assez directe, assez fun, parce que l'idée, c'est de dire qu'en fait, oui, c'est de l'argent, oui, c'est de l'investissement, mais on veut aussi que les gens qui aillent sur le site ou qui lisent nos newsletters de suivi de projet ou quoi que ce soit, ils prennent plaisir en fait à lire leur mail et que ce soit pas comme sur certains fonds de placement où on reçoit un courrier une fois par an Hmm. avec des lignes, on comprend pas grand-chose, il y a des voilà. Donc premièrement, c'est que la finance c'est chiant et voilà, c'est pas vrai. Il faut juste savoir l'expliquer et la rendre un peu vivante. Et deuxième chose, c'est que forcément, pour faire de la finance, il faut avoir les cheveux blancs, il faut avoir plus de 50 ans et un CV long comme le bras. C'est pas vrai non plus. Plein de choses s'apprennent avec l'âge, mais en fait, il y a aussi des éléments simples et des fois, une vraie volonté, une vraie motivation d'apprendre. Ça fait des profils plus pertinents que des gens qui ont beaucoup d'expérience mais qui n'ont pas forcément la volonté de faire les choses bien. Ok. Donc, au vieux financier en costard et à cheveux blancs, toi, tu te positionnes Il en voilà, à faut, mais voilà, 29 ans en il n'y a pas polo que ça. et compréhensible, accessible. On dit souvent que quand on comprend pas dans quoi on investit, il vaut mieux pas investir. C'est Et la donc, règle de c'est base. un peu ton positionnement. C'est quoi la dynamique? Alors, l'immobilier est un peu chahuté en ce moment. Comment enfin, déjà, sans rentrer dans les détails de l'immobilier, je pense que tout le monde suit l'actualité, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel impact ou comment est-ce que vous vous adaptez à un changement qui est peut-être tout à fait cyclique et prévisible, j'en sais rien, mais Alors, nous, effectivement, nos projets sont forcément un peu liés, on va dire, aux dynamiques des marchés immobiliers. Euh, le coût de construction, les prix de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, on ne propose pas sur la plateforme en financement tous les dossiers qu'on reçoit. On fait un énorme travail d'audit pour sélectionner les meilleures opérations. On a 0% de taux de défaut sur plus de 300 projets financés et plus de 150 remboursés, je crois, déjà à date. Bien sûr, on fait tout pour garder ce taux de défaut vierge. On a quelques projets en retard, mais ça, c'est normal. De toute façon, il y a les pénalités de retard et c'est sous contrôle. Nous, on est plutôt épargné par la conjoncture actuelle, dans le sens où on finance quasi exclusivement des petites opérations ouais, ok. qui sont tournées en fait sur le marché réel. On ne va pas financer un promoteur qui va construire un immeuble pour faire du Pinel, par exemple, qui répond à un besoin de défiscalisation et de l'autre côté à un besoin de location, mais en fait qui est d'un point de vue purement immobilier un peu déconnecté d'une réalité. C'est un truc, Mhm. c'est de la perfusion d'aides de l'État et voilà. Donc nous, généralement, c'est des petits programmes qui vont être destinés principalement à la résidence principale. Donc c'est vraiment les gens qui ont le besoin primaire de se loger. Donc en fait, on est plutôt bien épargné. Après, encore une fois, parce que si on fait un gros travail en amont de filtre, d'analyse, de scénario un peu crash test, et un gros travail de suivi aussi auprès des opérateurs de sorte à pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement s'il faut un peu régulier le programme, on va dire, immobilier
de sorte à ce qu'il y ait toujours un alignement des intérêts entre le porteur de projet, l'investisseur et nous en tant que plateforme. Voilà. Ok, très bien. Et c'est quoi ton ambition là, avec la première brique? Vous allez où? Alors, on est un des seuls acteurs qui est encore 100% indépendant sur ce domaine-là et le plus gros acteur indépendant, on va dire, en termes de taille, de volume. La plupart des autres de nos confrères ont été rachetés par des groupes, ont fait d'importantes levées de fonds et ça se comprend parce que c'est des domaines qui demandent pas mal de capitaux. Et c'est sûr que si on avait eu des fonds au départ, on aurait gagné facilement 2 ans, je pense, dans le développement d'entreprise. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas appris. Ça aurait été dommage. Voilà. Mais donc, on regrette absolument rien. C'est une super aventure au début, voilà, quand vraiment, quand tu es à 200, 300 euros près sur chaque dépense, tu dois apprendre tu regardes des tutos sur YouTube pour apprendre à coder deux, trois trucs sur ton site. Enfin, voilà, c'était la vraie réalité. C'était super. Et à regarder avec un peu de recul, c'est une merveilleuse expérience. Euh, Notre objectif, en fait, nous, en fait, on n'en a pas vraiment, dans le sens où on est, je pense, une des rares boîtes un peu dans la tech et autres. On n'a pas de business plan. Ouais, Parce que pareil, on n'a pas de compte à rendre à les actionnaires. Donc nous, en fait, on fonctionne beaucoup à la qualité et au retour, que ce soit de nos équipes. Donc on va être sur le côté euh, bien-être au travail, le retour de nos investisseurs, sur l'expérience investisseur, le retour de nos porteurs de projet. Vraiment sur le retour expérience client, on se nourrit de ça et on améliore sans cesse nos outils, notre façon de travailler et de voir les choses. L'objectif qu'on s'est fixé, globalement, d'atteindre à peu près 100 millions d'euros de financement annuel, avec un taux de défaut de 0%, un niveau de satisfaction qui soit celui qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, sans dire qu'on pilote la boîte à la note sur Google, mais c'est dire qu'en fait, voilà, quand on discute avec des gens, ils sont fans. Bah, c'est de garder ce côté-là parce que c'est ultra précieux. Et puis, il y a un côté affect aussi. Quand tu as créé quelque chose et que les gens sont fans de ce que tu as créé, même si aujourd'hui, bah, c'est propulsé par d'autres personnes que toi, par tes équipes, bah, il y a aussi forcément ce côté, ça te tient à cœur que ça continue à être très qualitatif. Donc, c'est vraiment garder la qualité. On a la chance de ne pas avoir un impératif énorme de quantité, donc c'est vraiment garder la qualité et continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Toujours le faire mieux, processer, structurer. Ça, pour le coup, c'est un univers sans limite, en fait. mm, Tu peux toujours faire mieux. Et on est des grands fans des grands fans du faire mieux, en fait. Donc, c'est ok, encore de belles années devant nous. top. Tu disais au début, il s'agissait parfois de coder soi-même, faire soi-même. Tu parles de ton ambition. Comment est-ce que tu vois ton rôle, toi, évoluer dans l'entreprise? Euh, c'est une super question parce qu'en fait, justement, on est vraiment à une période de transition avec un- d'un point de vue développement social RH en termes de nombre et autres. Donc, on a des nouvelles dynamiques. Euh, Moi, je suis pas forcément un manager. Je vais mes qualités, ça va plutôt être sur la quantité de travail, sur le fait de foncer. Euh, Diriger, structurer, c'est pas forcément mon associé est meilleur là-dessus. On se complète aussi pas mal sur ces points. Ça tombe bien. Euh, je pense que dans l'avenir, ça va plutôt être justement de transmettre la passion et transmettre un peu la flamme et le côté on y va le lundi matin, on y va aussi le vendredi soir. Enfin, voilà. Et quand il y a des petits coups de mou, on se ressaisit fort. Euh, Être capable aussi d'intégrer des gens qui soient plus techniques que soi. C'est un peu j'ai eu ce cas de figure hein, à titre personnel. Ça peut être un frein dans des entrepreneurs d'avoir un peu le côté je suis forcément le meilleur pour faire dans mon entreprise. Mm, En fait, non, pas toujours. Et d'ailleurs, quand on creuse, c'est même souvent pas le cas. Et en gros, faut pas hésiter à s'entourer de personnes qui, techniquement, sur certains aspects, sont meilleures que nous-mêmes. Et aussi apprendre de ces personnes-là pour, encore une fois, soi-même s'améliorer. Donc, mon avenir entreprise, ça va plutôt être, je pense, de garder la dynamique, continuer à faire avancer la machine avec l'énergie et avoir un peu un côté chef d'orchestre, on va dire. Parce mm. qu'au bout d'un moment, là, effectivement, le dirigeant, ça devient un gestionnaire. Alors, gestionnaire, ça peut être un mot pareil qui est un peu chiant. Mais c'est aussi gérer des projets, c'est gérer des humains. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie mentale et autres. C'est des super challenges parce que, en fait, à l'issue de ça, il y a des victoires qui sont incroyables. Nous, on a eu des gens qui sont passés, sont des gens qui sont venus en alternance, qu'on prend en CD derrière, ou des gens qui, sur 1 an, 2 ans, que tu vois évoluer, transformer, ou qui te font des retours sur comment ils se sentent dans l'entreprise et autres. Et ça, en fait, c'est très, très riche.
Et moi, je sais que j'avais minimisé un peu le côté humain de l'aventure entrepreneuriale. Euh, et c'est une belle surprise. Top, génial. En plus de cette partie RH, quel défi tu vois dans les prochaines années pour toi, pour l'entreprise? Nous, un de nos principaux défis, justement, je pense que ce serait l'hypercroissance. On est sur un volume, on fait x2 tous les ans. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises en hypercroissance qui vont se brûler les ailes parce que c'est des étapes que des fois tu vas passer trop vite et qui sont des étapes structurantes pour une entreprise. C'est aussi pour ça qu'on a la chance de ne pas avoir trop d'ambition et d'objectifs, on va dire, inatteignables. Et parce qu'on a cette hypercroissance à gérer, mais justement, si on avait d'autres personnes qui nous imposaient cette hypercroissance, en fait, on peut assez rapidement se prendre les pieds dans le tapis. Mm. Donc, un des grands enjeux qu'on va avoir, en fait, c'est vraiment garder le niveau de qualité et, et vraiment imposer cet état d'esprit qu'on a au sein de nos équipes sur la passion de ce qu'on fait et vraiment le niveau de dire chaque livrable, chaque mail, enfin peu importe le truc, ça peut être top, ça peut être différenciant. Un moins de messages qu'on reçoit, on a plus de 33 000 investisseurs aujourd'hui, on reçoit une quantité de messages absolument énorme et c'est normal. En fait, dans chaque message, on essaye de mettre bah, ouais, une note d'humour, un petit truc personnel, parce que l'idée, c'est de pas être des robots. Et Ouais. un des gros enjeux aussi qu'on va avoir chez un parent de robot, c'est comment en fait utiliser l'humain dans son meilleur côté pour vraiment tirer la valeur ajoutée de l'humain et justement utiliser les outils tech, les outils d'IA et autres pour en fait venir aider l'humain à être meilleur et se concentrer sur la valeur ajoutée. Ok. On aime bien dire chez Action Coach, systématiser la routine et humaniser l'exception. C'est une belle formule. Ce que tu dis là, ouais. Super. Est-ce que tu peux nous partager un apprentissage sur tes dernières années là, depuis que tu as lancé l'entreprise? Euh, ouais, alors j'en ai pas mal, on va dire. Un des premiers sujets, moi, qui m'a beaucoup étonné aujourd'hui, quand on me demande, on fait pas de publicité en fait, on n'a pas de commercial, on fait pas de démarchage. Nos concurrents ont des forces commerciales, nous on n'en a pas. C'est un choix. C'est un choix c'est parce qu'à la base, moi, je suis pas du tout commercial et j'aime pas trop. Donc, bah, un peu par fainéantise, j'ai pris cette approche-là de dire on n'a pas de commercial. Et en fait, j'ai été vraiment frappé par un aspect qui est l'importance de l'humain dans les relations commerciales. On va proposer un service que d'autres personnes vont proposer. Et en fait, on va pouvoir, sur la base de l'humain, alors pas tout le monde est sensible à ça, hein, bien sûr, mais j'ai été vraiment étonné de voir à quel point l'immense majorité des humains, et en fait, encore heureux, parce que sinon on perdrait un peu foi dans l'humanité, au-delà du service, au-delà de l'aspect purement financier, étaient en fait très attachés aux humains qu'il y avait derrière. Et moi, je sais que j'ai plein de clients qui se font démarcher hyper régulièrement avec des gens qui leur proposent la même chose que nous, moins cher et autres, et qui disent en fait non, ça m'intéresse pas. Et ça, je l'avais vraiment sous-estimé parce que j'avais une approche très froide en disant tu proposes un service A, si tu as un service B qui est équivalent ou dont la perception est quasi équivalente, bah, ça va se jouer sur le prix, ça va jouer sur deux, trois trucs. Tu Et parles en du fait, côté des ouais, personnes c'est qui se ça, des marchands de financent, c'est biens, ça, hein, là, ouais. exactement. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Alors, encore une fois, c'est sensibilité de chacun, mais c'est vraiment le côté mettre de l'humain et créer du lien parce que c'est la chose la plus forte. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Dans nos contrats, on met aucune clause d'exclusivité ou de priorité. Voilà. Parce que je pars du principe qu'en fait, ces clauses-là, alors là, c'est l'ancien avocat qui est en moi, il ne serait pas d'accord, mais en fait, ces clauses-là, elles valent rien et l'exclusivité et la priorité, elles se créent par la relation de confiance et par la légitimité que tu as créée au fil du temps et pas par un contrat qui lie deux personnes. Voilà. Ok, top. Donc, tu plutôt une approche que les gens restent et veuillent travailler avec toi parce qu'ils ont envie plutôt que parce qu'il y a Ouais. des mécanismes de défense et de sécurité. Et en fait, c'est ça. Et moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui était hyper focalisé sur créer le service ou le produit exceptionnel pour vraiment catcher le client et qu'il ne puisse pas aller voir ailleurs. Et en fait, oui, c'est super. C'est sûr que quand un service est incroyable, c'est un super argument. Mais tout ce que tu peux mettre autour et qui d'ailleurs coûte rien, hein, ça va être de la politesse, ça va être, tu vois, ça va être du lien social. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça coûte pas d'un point de vue monétaire. Mais en fait, tout ce package-là autour, il est ultra puissant. Ça, j'avais un peu sous-estimé au départ. Et effectivement, c'est très puissant. Et l'autre point que j'ai un peu découvert au fil du temps, c'est justement que le temps
j'allais dire précieux, mais ça c'est bateau. Le temps est tellement, 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 tellement important. On passe son temps à courir après le temps, on le rattrape jamais. Donc, je sais que tous les ans, on se dit qu'en gros, en fin d'année et au mois d'août, on va pouvoir prendre un peu de temps, travailler sur les process, les structurations. En fait, jamais, enfin là, on avait dit au mois d'août, on essaie de faire quasiment pas de projet, on fait un des plus gros mois de l'année. Enfin, et en fait, il y a toujours ce côté rassurant de dire, OK, j'aurai du temps plus tard, de se projeter. Mais en fait, faut le prendre maintenant le temps parce qu'en fait, plus tard, on n'en aura pas plus que maintenant. Et essayer très tôt de travailler sur son temps. Moi, je sais une des erreurs que j'ai faites, c'est en fait, c'était aussi pareil. J'avais la fougue de la jeunesse, c'est de dire, bah, j'ai 24 heures dans une journée, Ouais, on y va. Et voilà, c'est travailler sur des semaines, le nombre de semaines à plus de 100 heures de travail que j'ai fait, enfin, voilà, ouais, pas de vacances, les week-ends, ça n'existe pas. Et ça, je pense que c'est une erreur. Alors, ça peut être bien parce que pour lancer une entreprise, il faut avoir une grosse charge de travail, je pense. Mais il faut faire attention à ce que ne se mette pas trop dans le temps, en fait, cette dynamique. Déjà parce qu'il y a un prix à payer en face, toujours. Et même, c'est pas rendre service à son entreprise, en fait, d'avoir cette posture. Il faut savoir aussi travailler sur un peu sa gestion du temps pour faire profiter aussi à son entreprise. ok, génial. Merci. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, des étudiants qui, tu as mentionné, peuvent être confrontés à un choix d'une belle carrière, d'un beau salaire, d'une belle offre et de l'entrepreneuriat qui est un risque certain pour un résultat incertain. Qu'est-ce que tu te dirais si tu te recroisais là, à ce moment-là? Alors, je me dirais de pas forcément écouter les gens, ou alors ça dépend. Bien choisir les gens à qui on en parle. Euh, de, de faire attention aux choix qui sont liés qu'à l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est aussi une notion relative qui évolue dans le temps. Et sa vision qu'on a de l'argent à un instant T ne sera pas du tout la même que celle qu'on aura dans plusieurs années. Euh, et je sais qu'en sortie d'études, bah, il y a forcément un côté, je veux avoir des salaires parce que ça fait des années que je suis étudiant, voilà, et j'ai envie enfin de pouvoir profiter, avoir ma vie, m'acheter mon appart, des choses comme ça. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la vie est très longue et que l'entrepreneuriat offre des super perspectives aussi potentiellement financières si ça marche. Mais il faut pas baser son choix que sur l'argent. L'argent est un élément bien sûr important, mais attention en fait attention à tous les éléments qu'on pourrait voir avec un regard trop instantané, dans le sens où c'est compliqué parce qu'on est jeune, mais à ce moment-là, il faut savoir prendre du recul et se dire, OK, mais en fait, le mois dans 5 ans, qu'est-ce qui penserait de cette situation? Parce que le mois d'aujourd'hui, en fait, il est un peu biaisé. Et voilà, il y a plein d'éléments de la vie et de la société qui font qu'on a un regard biaisé. Donc, savoir toujours regarder un peu prendre de recul. Et après, toujours savoir, en fait, regarder ses risques. Il faut avoir conscience de ses risques. Tu as utilisé une très belle formule sur l'entrepreneuriat. Il y a toujours des risques. Et en fait, à partir du moment où ces risques ils sont à peu près connus et on arrive à mettre à peu près des solutions, il ne faut pas chercher, en fait, dès qu'il y a un risque, à forcément ceinture hôtel parachute, sinon, bah, en fait, on saute jamais. Et à un moment, il faut sauter, dans tous les cas. Donc, c'est plutôt avoir conscience et essayer de ne pas faire non plus n'importe quoi, mais il faut accepter une part de risque. Encore une fois, mesurer selon l'appréciation de chacun. Mais voilà, faut pas hésiter, surtout quand on est jeune, bah, c'est sûr qu'on a moins de choses à perdre. Ok, génial. Dernière question, est-ce que tu as une actualité, une demande, quelque chose que notre communauté peut faire pour toi, un appel à l'action? Euh, alors, j'allais dire non, même pas. En fait, on a eu dernièrement un agrément européen qui était un gros agrément compliqué à obtenir pour exercer partout en Europe. Alors, on va rester franco-français pour l'instant. Mais du coup, ça, c'était un peu l'actu qu'on avait eu dernièrement et c'était un gros travail de toute l'équipe. Donc, ça, c'était vraiment une consécration. Parce qu'encore une fois, on est un peu un petit poussé. C'est David contre Goliath, hein. On est une petite boîte indépendante, voilà. Donc, dans un univers avec des grosses structures et des gros moyens. Euh, non, moi, c'est plutôt En fait, c'est même pas parler de l'entreprise ou autre, mais c'est plutôt parler du principe justement sur la finance et ce qu'on appelle la finance alternative, qui est des moyens de placer son argent selon des choix, des convictions, que ce soit financière ou autre sans forcément passer par son conseiller bancaire qui va forcément vendre des programmes et autres. Voilà, c'est plutôt en fait, même sur cet aspect-là, d'être curieux et surtout d'investir, d'avoir un regard sur la finance qui est encore une fois un regard personnel et de pouvoir investir dans des projets, ça peut être des actions, ça peut être des panneaux solaires, enfin peu importe les domaines, mais en fonction de ses convictions et de ses envies. Et savoir en fait un peu s'écouter, y compris sur les domaines très froids comme la finance.
Ok, bah, écoute, génial. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu Merci. à mes questions et puis à bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao.